Ok, donc on va commencer avant d'être trop en retard. Donc je suis venu ici pour vous parler d'accessibilité numérique. Donc le titre c'est améliorer l'accessibilité numérique et la qualité de votre site web en quelques minutes. L'idée c'est que les deux sont vachement liés, donc on va essayer de voir comment. Donc moi c'est Geoffrey Leveugle, je travaille chez OVH. Mon Twitter c'est, y a pas d'icône, mais c'est Canceo si vous voulez me suivre. Et c'est parti. Donc une petite intro. Donc j'aurais pu vous parler de plein de choses, de Vue.js, de React et tout, et pourtant j'ai choisi de vous parler d'accessibilité numérique. Donc c'est un sujet souvent qui est soit délaissé, soit qui saute au budget quand vous faites des projets, et pourtant je le trouve assez intéressant en fait, parce que c'est un environnement contraignant. Et en fait l'avantage d'un environnement contraignant, c'est que comme on a des contraintes, on cherche à les dépasser ou à les compenser, et du coup on fait souvent, on innove souvent dans un environnement contraignant, pardon. Et en fait, de l'innovation, en fait, naît la liberté. C'est sans rappeler une baseline d'une boîte connue du coin, OVH. Donc pour la punchline d'OVH, c'est fait. Normalement, je ne me ferai pas virer lundi. Donc, qu'est-ce que l'accessibilité numérique? Ou A11Y, souvent on utilise ce hashtag. Donc en fait, la définition qui se rapproche le plus, c'est mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leur aptitude physique ou mentale. Donc c'est celle qui se rapproche, enfin c'est la plus complète en tout cas, et c'est pas un petit monsieur qui l'a écrit, c'est Tim Berners-Lee en fait, donc je suppose que vous le connaissez. Ce n'est que le directeur du W3C et potentiellement le créateur du World Wide Web qu'on connaît. Donc voilà. Donc l'idée en gros, pour résumer, c'est vraiment de faire en sorte que nos applications, nos sites web sont accessibles au plus de personnes possible. Donc ça peut être compliqué si on veut vraiment le faire à tous, mais on va essayer en tout cas de le faire au maximum. La population cible, du coup, forcément, on va parler des personnes en situation de handicap. Donc dans ce talk-là, et d'une manière générale dans les talks, on parle souvent en fait d'accessibilité, des déficients visuels ou aveugles, parce qu'en fait c'est un des plus simples peut-être à appréhender, entre guillemets, ou en tout cas un des plus représentatifs. Mais ça ne veut pas dire qu'on dénigre tous les autres, qui sont par exemple les sourds, ou les handicapés moteurs ou mentaux. Il y a aussi les personnes seniors en fait qui peuvent être concernées. Les personnes qui privilégient une navigation mobile, donc avec la notion de responsive web design, et globalement en fait un peu tout le monde. Il y a une chose que j'aime bien faire en fait, hop, hop là, c'est prendre l'accessibilité physique pour parallèle en fait, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Globalement en fait dans le monde physique, on est un peu plus avancé en termes d'accessibilité, et donc c'est facile de faire des parallèles en fait. Globalement, est-ce que vous êtes parent? Si vous pouvez lever la main s'il y a des parents dans la salle. Ah, il y en a quand même pas mal en fait. Ok. Donc je suppose que vous avez tous vécu l'époque poussette en fait, où on est tous en galère avec nos poussettes quand on va dans des parcs d'attractions ou autres. Et il y a un truc qui est super cool quand on est en poussette, c'est qu'il y a des rampes d'accès en fait dans certains bâtiments, donc qui sont là pour les personnes en fauteuil roulant, mais en fait qu'on peut aussi nous utiliser en poussette, et ça nous évite de nous taper l'escalier avec une poussette, ce qui est toujours cool. Un autre exemple super connu en fait dans le monde de l'accessibilité, c'est la télécommande par exemple. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais globalement, la télévision, quand on l'a créée, il n'y avait pas de télécommande avec. Et en fait, on a créé la télécommande pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer physiquement, jusqu'à la télévision pour changer de chaîne ou augmenter le volume en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà, si vous vous imaginez par exemple utiliser votre télé sans télécommande aujourd'hui, c'est en fait l'usage, tout le monde s'est habitué à cet usage, et je pense qu'aujourd'hui personne s'en passerait. Donc on voit que c'est dans l'accessibilité physique en tout cas, il y a des exemples qui ont été créés pour des personnes en situation de handicap ou une population spécifique, mais finalement qui sont utiles à tous. Alors, dans le monde numérique, et pas digital du coup, on a des outils d'assistance en fait qui vont essayer de compenser au maximum le handicap ou les difficultés qu'on peut avoir pour apprendre un site web. Le premier, c'est le contraste élevé. Alors je suis sûr que vous avez déjà
activer par défaut, enfin pas activer par défaut, mais activer par erreur tout du moins, le contraste élevé sur Windows, où vous avez peut-être déjà un peu joué avec. Donc l'idée en fait c'est de forcer des contrastes élevés. Typiquement on va mettre un fond noir, on va avoir une police jaune par exemple, pour distinguer mieux les textes. Il y a un deuxième mode en fait, qui est le grossissement de l'écran. Donc là en fait on a des outils spécifiques qui vont zoomer complètement une partie de l'écran. Et du coup les personnes, alors là pour le coup pas aveugles mais plutôt déficients visuels, qui ont du mal à distinguer, ils vont pouvoir naviguer en fait avec leur souris et ils vont déplacer sur le bord de l'écran par exemple et ça va décaler la zone zoomée. Un autre exemple, alors qui est peut-être un peu moins connu et qui fait pour le coup qui est dédié à la population des déficients visuels et aveugles, c'est la plage braille en fait. Je suis pas sûr que si je demande à quelqu'un si vous lisez le braille, je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va lever la main en fait. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, on a une idée reçue un peu. Enfin, moi, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je pensais que globalement, les aveugles savaient tous lire le braille en fait. Et c'est loin d'être le cas en fait. Il y a environ 10% de la population des déficients visuels en fait qui sait lire le braille. Donc souvent, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont une plage braille en fait, qui fonctionne avec des cristaux et en gros, les cristaux se lèvent ou descendent pour créer des caractères. Donc c'est uniquement utilisé pour la lecture d'une page. En fait, c'est vraiment de la lecture. Et pour interagir avec votre page web, ils vont utiliser un clavier classique en fait. Alors, du coup, vu qu'il n'y a que 10% qui savent lire le braille, en fait, comment font les autres? Alors, ils vont utiliser une synthèse vocale en fait. Donc, en gros, c'est un lecteur d'écran. Ça va lire le texte qui est à l'écran globalement. Et pour ça, on en a plusieurs. Si vous voulez tester chez vous, c'est un peu perturbant pour la première fois, mais en gros, vous pouvez tester. Il y a des projets open source comme NVDA qui disposent sur à peu près toutes les plateformes, il me semble. Il y a des outils comme JAWS. Alors JAWS, pour le coup, c'est spécifique Windows. Et après, il y a une synthèse vocale qui est carrément intégrée à macOS pour ceux qui sont sous Mac, qui s'appelle VoiceOver. On la verra un petit peu plus tard, j'essaierai de vous faire une démo. Alors, ce qui est vraiment important, et le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que le sujet, en fait, touche vraiment tout le monde. En fait. C'est que là, on va avoir des exemples pour les déficients visuels, par exemple. Mais en fait, vous allez vite vous rendre compte que tout le monde peut en profiter. Alors, le premier exemple que j'ai choisi de partager avec vous, c'est l'équivalence clavier-souris. Alors, à chaque fois, en fait, il y a un peu un gros thème, et je prends une question dans ce thème. Donc, c'est là, par exemple, c'est puis-je accéder aux différents éléments de mon clavier, en fait. Pour tester, il n'y a pas vraiment besoin d'outils, en fait. Vous ouvrez votre navigateur web, et vous allez utiliser les touches Tab et Shift Tab. Donc, Tab pour aller vers l'avant, Shift Tab pour revenir. Alors, une question rapide avant de prendre l'exemple. Est-ce que quelqu'un s'est déjà cassé le bras dans la salle? Ok, on va dire il y a 30%. Quoi. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais quand je vous dis que tout le monde est concerné, j'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin. En fait, je me suis dit on est au Kinépolis, donc je vais aller voir le site du Kinépolis. Et si vous naviguez au clavier sur le site du Kinépolis, donc pas à la souris, vous allez vous retrouver bloqué sur cet écran-là. À la sélection en fait, de votre cinéma en fait. Si vous essayez de tabuler au clavier, en fait, vous n'allez pas pouvoir. Enfin, on voit bien que le focus change au clavier, mais on ne sait pas où on est dans la page en fait. Il n'y a pas de changement en fait. Donc du coup, c'est compliqué de choisir son cinéma. Et avec un peu de chance, vous allez réussir, avec un peu de chance. Et vous allez arriver en fait sur la page du Kinépolis classique. Si vous continuez, parce que du coup moi j'aurais voulu consulter mes films quand même, au clavier toujours, en fait on arrive carrément à casser leur site, ce qui est pas terrible. Donc on se retrouve en fait avec un overlay et créer un compte, et tout le site en fait disparaît en fait. Donc c'est pas super. Donc pour ce bug là, il va falloir fixer. Par contre pour le reste, en fait l'idée c'est de distinguer l'élément focusé en fait. Et ça, on peut le faire facilement en fait grâce à l'outline. Je suppose que c'est quelque chose que vous connaissez, parce que c'est mis par défaut dans les navigateurs. C'est qu'en fait, vous allez avoir une zone en pointillé autour de l'élément qui est focus. Et donc, du coup, si vous tabulez, la zone en outline va passer d'élément en élément et vous allez pouvoir naviguer au clavier. Et surtout, vous repérer dans la page. Le problème, c'est que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait un outline 0 parce qu'on a des designers avec nous et puis ils trouvent ça moche en fait. Du coup, ils nous demandent de le désactiver. Le problème de faire ça, c'est qu'on perd tout le monde au clavier. Donc il y a quand même un monde entre les deux. Donc je vous
conseille de le laisser activer. Mais si vous voulez vraiment le désactiver, il y a une règle en fait qui marche assez bien. C'est que globalement, quand vous écrivez votre CSS, il faut coupler la règle hover à la règle focus en fait. Souvent, en fait, on déclare par exemple des règles sur le hover. Par exemple, vous avez un lien. Et bah là, par exemple, dans l'exemple, on a un lien. Et en fait, sur le hover, on veut que le lien se surligne en fait. Donc vous allez avoir un changement d'état au survol de la souris. Et si vous le faites au focus, bah, quand vous allez tabuler sur les différents éléments, par exemple pour passer de Kinépolis fenouillet à Kinépolis l'homme, eh ben, on voit que l'élément actif là c'est Kinépolis l'homme parce que c'est lui qui a le soulignement. Donc ça c'est une première astuce. Et c'est un des premiers points en fait pour vérifier l'équivalent clavier-souris. Il y en a beaucoup d'autres, mais on n'aura pas le temps de tous les voir, hélas. Le deuxième entre guillemets, thème dont j'ai choisi de vous parler, c'est les éléments graphiques. Est-ce que les images ont une alternative pertinente? Donc forcément, vous vous doutez bien qu'un déficient visuel ne peut pas voir les images, ce qui est plutôt dommage. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que parfois, ces images véhiculent du sens, en fait. Et donc, on a besoin de leur donner des informations supplémentaires. Donc, d'après vous, quel est l'attribut qui est manquant sur ce slide? Ok, je vois que la réponse est vite venue. Donc, en effet, il manque un alt. Et le problème, en fait, c'est que... Alors, je ne sais pas si on avait du son. J'essaierai à la fin, si vous voulez, si on a encore un peu de temps. Mais globalement, c'est que s'il n'y a pas d'alternative précisée, donc en fait, l'attribut alt, s'il n'y a pas d'alternative précisée, en fait, si l'attribut est absent, ça indique que l'image est importante. Donc du coup, la synthèse vocale va chercher, par tous les moyens, entre guillemets, de préciser qu'il y a une image à cet endroit-là. Et le comportement par défaut d'une synthèse vocale, c'est de lire la source. Donc en fait, dans l'exemple, dans cet exemple, ce que va lire en fait la synthèse vocale, c'est a7/hw-800x600.png. Donc vous imaginez bien qu'avec une synthèse vocale qui a un débit beaucoup plus élevé que le mien, ça peut assez vite poser problème. Et on n'a pas l'information qu'en fait, dans l'image, on disait juste Hello World en fait. Donc la solution, elle est relativement simple, c'est de mettre une alternative avec un Hello World dessus. Moins c'est fait. Et cette alternative doit toujours être présente. C'est un attribut obligatoire en fait. Donc c'est spécifié un peu partout dans le W3C et autres. Si par exemple l'image apporte pas de sens à la page supplémentaire, on va mettre une alternative vide. Mais l'alternative sera présente. Hop, j'ai mis en pause forcément. Le troisième thème, c'est les couleurs. Donc là, typiquement, c'est est-ce que les contrastes de couleurs sont suffisants? Alors en fait, je ne sais pas si par exemple il y a des daltoniens dans la salle. Vous pouvez lever la main, de toute façon on est entre nous. Il y en a au moins un là. Du coup, ce qui se passe, c'est que si par exemple vous êtes daltonien ou par exemple vous avez un peu plus de 60 ans ou autre, votre vue par exemple peut diminuer et vous allez avoir du mal à distinguer les couleurs. Ou par exemple si vous étiez au talk d'Hubert ce matin, il avait 2-3 problèmes de contraste sur sa fraise et il s'est rendu compte en fait qu'on avait du mal à distinguer dans le public ces slides en fait. Voilà, ça typiquement c'est des problèmes de couleur. L'idée, en fait, c'est de calculer un ratio en fait, entre la couleur textuelle du texte ou de l'élément d'avant-plan, tout du moins, avec la couleur d'arrière-plan qui est associée à l'élément d'avant-plan. Et il y a une règle qui dit que ce ratio doit être supérieur à 4,5. Et je ne vous expliquerai pas la règle qui dit ça aujourd'hui, mais voilà, globalement, retenez le 4,5. Vous n'allez pas le faire à la main, forcément. Il y a des outils pour ça, comme Color Contrast Analyzer, donc Color Contrast Checker, pardon. Je mettrai les slides en ligne et ils sont cliquables, donc vous pourrez aller voir. Mais globalement, ça va tester. Par exemple, là, on a un exemple Hello World. Donc, j'ai fait un exemple relativement simple. Je mets un arrière-plan noir avec une couleur d'avant-plan gris 555. Et là, alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Je suppose que oui, vu la taille de l'écran. Mais en fait, les résultats indiquent que le contraste n'est pas suffisant. Donc on verra la zone plus bas plus tard. Mais globalement, le contraste est à 2,80, ce qui est... Enfin, ça, on voit bien, c'est rouge partout. Donc ça, tous les tests fail, en fait. Si on change un peu cette valeur et qu'on passe à 7,77, donc ce qui n'est pas non plus un grand changement de couleur, normalement, vous devez le mieux le distinguer. Et c'est surtout que du coup, on est passé à un ratio de 4,68. Donc du coup, la majorité, ou tout du moins le contraste minimum est respecté. Ça va globalement? Les éléments de navigation. Alors là, typiquement,
Bah, de toute façon, on utilise tous dans nos pages web des éléments de navigation pour naviguer soit de page en page, soit un bouton pour déclencher une action dans la page. Mais est-ce que tous ces boutons sont explicites? Alors, je vous ai pris un petit exemple. On va imaginer que c'est un site e-commerce. Bon, il est relativement simple. Et en fait, j'ai pour ambition en fait, d'acheter un voyage pour mes vacances. Et donc, du coup, j'ai 3 produits sur la même page web qui sont une boîte de cassoulet, un voyage, enfin une Smartbox en gros, et une Nintendo Switch. Donc, bon, il y a un cadeau dans les 3 qui est un peu plus. Un produit, tout du moins, qui est un peu moins top. Dans les 3 quarts des cas, ce qu'on va écrire, c'est qu'en fait, on va créer des tiles et on va mettre notre image avec une alternative, forcément. Et on va rajouter un lien et on va mettre en libellé acheter. Parce que comme on a le contexte visuel, on a l'image qui est directement associée au bouton et on comprend tout de suite que si je clique sur le bouton acheter en dessous de la boîte de cassoulet, globalement je vais acheter une boîte de cassoulet. Le problème, c'est que des déficients visuels ou des malvoyants ou autres, eh ben, ils n'ont pas de contexte visuel, forcément. Et donc, du coup, ce qu'ils vont percevoir, donc là, je vais faire un petit photomontage, mais globalement, eux, ce qu'ils perçoivent, c'est une liste de liens achetés, en fait. Donc, ils vont entendre acheter, acheter, acheter. Et en gros, ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Parce qu'en fait, le libellé acheter n'est pas assez explicite. Donc, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais sur ce site acheter mon voyage, eh ben, j'ai quand même pas mal de chances pour me retrouver avec une boîte de cassoulet à la place. Alors, pour éviter ça, en fait, ce qu'on fait, enfin ce qui est conseillé de faire tout du moins, c'est de préciser en fait dans le libellé acheter une boîte de cassoulet ou acheter une Smartbox ou autre. Le problème c'est que vous allez me dire bah oui mais ça le problème c'est que ça va s'afficher dans mon lien. Donc les designers ils vont pas être contents, vous allez vous faire engueuler. Donc du coup on peut faire encore mieux en fait, on peut juste déclarer une classe CSS. Alors il y a plusieurs solutions mais celle-là par exemple elle va clipper sur un petit carré de 1px donc qui se voit plus du tout. Et on va ajouter en fait cette classe CSS au texte qui va venir expliciter le libellé en fait. Donc typiquement, là une synthèse vocale lirait smartbox-acheter. Et ce que verrait une personne non déficiente visuelle, c'est juste acheter en fait. Alors attention, on peut utiliser displayNone ou visibility hidden, on utilise vraiment une classe séparée, parce que en fait la synthèse vocale n'est pas bête et le displayNone elle va pas le lire en fait, tout simplement. Sachant que si vous utilisez des frameworks comme Bootstrap ou autre, vous n'avez pas besoin de faire cette classe-là, elle existe déjà. C'est la classe sr-only, c'est quelque chose qui est déjà intégré. Si vous n'êtes pas concerné par un site e-commerce, en fait, il y a plein d'autres exemples. En fait. Les lire la suite, en savoir plus, c'est des liens qu'on met à peu près partout, et c'est des liens qui ne sont pas assez explicites. Les liens externes sont un bon exemple en termes d'accessibilité, parce qu'en fait, en général, c'est un peu un combo de plusieurs problèmes. En fait. Typiquement, donc là, j'ai pris une capture d'écran du manager OVH. C'est un truc qu'on fait relativement bien, pour le coup. Il y a d'autres trucs qu'on fait moins bien, mais ça va. Typiquement, on a réinstallation avec un petit picto pour préciser que le lien va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Le problème de faire ça, c'est pas un problème en fait, mais globalement, c'est que nous, quand on va cliquer sur le lien, ça va ouvrir un nouvel onglet, et donc on voit bien qu'il y a un changement de contexte. Là, typiquement, on va passer de l'espace client VH à la documentation d'OVH. Donc du coup, 2 sites qui n'ont à peu près rien à voir. Le problème, c'est que si nous, si on fait rien en fait, et qu'on écrit juste un target blanc avec le texte et l'icône, il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. Déjà, il va y avoir un changement de contexte. Donc la personne déficiente visuelle ne va pas forcément se rendre compte qu'elle a changé de site. Alors ça va avoir plusieurs effets. Déjà, elle va être perdue dans le site qui vient de s'ouvrir. Mais c'est surtout que si elle se rend compte qu'elle est perdue, parce que le site a changé et c'est pas ce qu'elle voulait faire, elle va chercher à revenir en arrière, avec la petite flèche pour revenir en arrière. Et elle ne peut pas en fait, parce que comme c'est ouvert un nouvel onglet, l'historique est perdu. Donc du coup, il faut penser à fermer l'onglet pour revenir dans l'onglet précédent et réaccéder en fait à la page sur laquelle on était. Donc ça, c'est un premier problème, ce qui peut assez vite être perturbant. Le deuxième, c'est que souvent, on utilise des librairies comme Fontosm ou autre, ça je suppose que vous en utilisez souvent. Le problème de ça, c'est qu'en fait, ça utilise une fonte et que chaque picto, chaque caractère, en fait, remplace un caractère. Pardon, chaque picto remplace un caractère. Et si on précise rien, en fait, la synthèse vocale va lire le caractère. Donc là, elle pourrait dire réinstallation et éperluette, par exemple. Parce que il n'y a rien qui dit qu'en fait, on doit ignorer l'icône FontOS. Alors, en termes d'intégration, ce qu'on peut faire du coup ici,
c'est typiquement mettre un ARIA label, un attribut spécifique, pour préciser qu'en fait, l'icône doit être vocalisée nouvelle fenêtre. Et du coup, là, c'est combo, enfin, c'est gagnant-gagnant, parce que visuellement, on va voir l'icône. La personne qui ne voit pas l'icône, elle va comprendre que l'icône, la signification, c'est nouvelle fenêtre. Du coup, on ne va plus lire le caractère à la place de l'icône, on va lire nouvelle fenêtre à la place, et si la personne, si le site s'ouvre dans un nouvel onglet, elle ne sera pas perdu en fait. Donc là, c'est vraiment gagnant-gagnant. Les solutions sont multiples. On aurait pu utiliser la classe précédente, Visually Hidden, mais bon, on va avancer. Oui, rapidement, il ne faut pas utiliser l'attribut title, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était bien, mais en fait, ça pose plein de problèmes, en fait, parce que souvent, en fait, les synthèses vocales ne sont pas toujours bien configurées, et du coup, ça va faire pire que mieux. Typiquement, là, on va lire réinstallation, plus le title réinstallation, nouvelle fenêtre. Donc en fait, on va faire plus de bien que de mal, plus de mal que de bien, pardon. Dernier sujet, la structure de la page. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement simple à vérifier, c'est est-ce que la structure de page est pertinente et représentative de ce qu'on voit visuellement. Il y a des outils comme Heading Map, c'est un plugin qui est dispo sous Chrome et Firefox. L'idée, c'est qu'il faut toujours avoir un titre de niveau 1. Il ne faut pas avoir de... Alors, titre de niveau 1, pour en avoir un ou plusieurs, contrairement à SSO, en accessibilité, on n'est pas chiant, on s'en fout un peu en fait. Vous pouvez mettre un ou plusieurs titres de niveau 1, c'est pas important. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Il ne faut pas qu'il y ait un H2 suivi d'un H4, par exemple. Il faut vraiment qu'on ait un H1, H2, H3, H4 et ainsi de suite. Et il faut que la hiérarchie de page soit cohérente. Forcément, il faut que les titres soient représentatifs de la page. Alors, j'ai voulu prendre un exemple avec le site du DevFest. Sur le coup, je me suis dit, c'est bien, je vais pouvoir dire peut-être que c'est pas bien. Mais en fait, le problème, c'est que tout est bon. Donc du coup, j'ai quand même gardé l'exemple. On voit en fait sur la partie gauche la structure de la page. Vous pouvez me croire, je ne sais pas si vous pouvez le lire d'ici, mais le site est plutôt correct. Tout ça pour dire que j'aimerais revenir l'année prochaine, donc c'était bien de... Finalement, en fait, 20 minutes, globalement, c'est un peu court pour vous parler d'accessibilité. Heureusement, en fait, on a des référentiels. Alors, les référentiels, il y en a pas mal, en fait. Les officiels, entre guillemets, à l'international, c'est les WCAG, en fait, Web Content Accessibility Guidelines. Donc ça, je veux dire, c'est ce que vous pouvez... C'est maintenu par le bout de W3C et tout, donc vous pouvez y aller. En gros, c'est un ensemble de critères, et mes questions sont issues de ces critères. Le problème, c'est qu'on a une politique différente au sein de 5 pays. Oui, au sein de chaque pays. Donc typiquement, en fait, les niveaux d'accessibilité sont assez disparates. Par exemple, aux USA, ils sont très au taquet sur l'accessibilité numérique, parce qu'il y a des associations de consommateurs, il y a des lois. Tandis que en France, on est un peu livré à nous-mêmes, en fait. Par contre, on a le RGA, qui est le référentiel général d'accessibilité, sur lequel vous pouvez vous baser, en fait. Et on a une loi qui arrive, la loi République numérique de 2016, avec l'article 106. Je vous invite à aller le voir, je n'aurai pas le temps d'en parler. Mais globalement, en fait, l'idée, c'est d'améliorer l'accessibilité sur les applications publiques et des administrations, enfin, et des sociétés. La loi, en fait, dit que si une société fait un chiffre d'affaires, je n'ai pas de chiffre exact en tête, mais en gros, si vous dépassez un certain chiffre d'affaires, vous allez devoir travailler l'accessibilité de votre application. Il y a des outils. Le premier que j'ai envie de vous donner, c'est le W3C, c'est le validateur. Globalement, si vous respectez le W3C, vous allez être accessible. Typiquement, l'alternative, c'est un attribut de base qui est obligatoire. Donc, je vais dire ne pas le déclarer, c'est déjà une faute en fait. Il y a des outils comme le Web Developer Toolbar, qui est dispo sous Chrome, Firefox, qui va vous permettre de désactiver les images, et faire plein d'autres choses en fait. Et il y a une feuille de style qui est assez sympa à intégrer sur votre site web, qui s'appelle Alix, qui se prononce Alix. En fait, c'est une feuille de style, par exemple, typiquement, vous avez une image dans votre page, l'image n'a pas d'alternative, du coup, vous allez avoir une borde rouge autour qui dit « Attention, l'image n'est pas accessible ». En conclusion, l'idée principale en fait, du talk, c'est de vous sensibiliser. On n'aura pas le temps de tout voir. Et en fait, l'idée, c'était aussi de vous inciter à aller voir plus loin, en fait, avec ces quelques exemples. On peut aller plus loin, on a des outils, on a des référentiels, et c'est avant tout une histoire de bonne pratique, en fait. C'est plus facile à prendre en main dès le début du projet. Là, si vous devez refaire votre site, ça va être compliqué. Et des outils sont disponibles pour nous aider. Voilà, tout simplement.
Et je pense qu'on n'aura pas le temps pour des questions du coup. Mais globalement, je pense qu'on fait tous des erreurs. Mais la seule erreur réelle, en fait, c'est de ne pas corriger les autres, en fait. Voilà, ça sera tout pour moi.